Alors, je vais vous présenter l'estime de soi et la maladie dermatologique. La maladie dermatologique est une atteinte visible qui apparaît au regard de l'autre et pour lequel le patient a peu ou pas de possibilité de dissimulation. La peau, qui devient visiblement différente, peut susciter chez l'autre des réactions en lien avec des représentations, qui souvent, dans le cas des maladies dermatologiques, sont des représentations négatives de l'ordre de l'étrangeté, de l'appréhension d'une contagion, et qui peuvent induire des comportements de rejet, de moquerie ou simplement de curiosité, mais pour lesquels un patient qui y serait confronté régulièrement, à répétition, pourrait venir fragiliser son estime de soi. Pour vous définir l'estime de soi, je vais juste présenter le concept de représentation de soi, qui est un concept psychologique qui reflète l'identité du sujet et son insertion dans le monde, selon deux composantes. La composante cognitive, qui va regrouper l'ensemble des pensées, croyances, représentations que le patient a de lui-même, et la composante affective, qui va regrouper les émotions, les sentiments, les ressentis du patient, et qui correspondrait à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est donc la capacité d'un individu à faire une évaluation positive ou non de lui-même. L'estime de soi n'est pas forcément représentative de la réalité et peut être envisagée globalement ou spécifiquement selon différents domaines, que ce soit l'apparence physique, les relations interpersonnelles, les performances scolaires, physiques. Par exemple, un enfant qui aurait une évaluation plutôt négative de ses performances scolaires peut avoir de bonnes notes, ou un enfant qui aurait une bonne estime de lui en termes de relations interpersonnelles pourrait avoir une évaluation plus négative de son apparence physique. L'estime de soi est étroitement liée à l'environnement de l'individu et au cours de l'enfance, elle se construit en lien avec le regard de l'autre et les interactions précoces. Winnicott a décrit que l'enfant accorderait plus d'importance au regard que l'on porte sur lui que ce qu'il perçoit de lui-même. Donc, par exemple, un enfant qui va se regarder dans le miroir et constater son reflet va pouvoir regarder son parent et en fonction du sourire ou autre réaction de son parent, lui attribuer une connotation plutôt positive ou négative. Dans les interactions précoces, que ce soit les regards, les mots, les gestes, l'enfant va pouvoir petit à petit mettre du sens et comprendre ce qu'il ressent. Donc là, on comprend bien toute l'importance que va avoir l'entourage de l'enfant dans la construction de son estime de soi, mais aussi des professionnels de santé pour qui, en ayant une attitude bienveillante, un non-verbal avenant, si on peut le dire comme ça, le contact, le regard, vont pouvoir contribuer à une bonne estime de soi du patient. L'estime de soi est un concept qui évolue tout au long de la vie. C'est pas parce qu'à un moment donné, un enfant va avoir une estime de soi plus ou moins bonne que ça le restera. Et c'est pour ça que la posture du professionnel est vraiment importante. L'évaluation et la prise en charge de l'estime de soi se fait par un professionnel qualifié, souvent un psychologue. L'évaluation se fait en fonction de différents domaines ou globalement, avec des outils adaptés. Et si nécessaire, une prise en charge peut lui être proposée. Et dans ce cas-là, 3 acteurs interviennent. Le psychologue, qui va pouvoir proposer une psychothérapie individuelle ou des ateliers collectifs, en fonction de ses approches et du besoin du patient. Le patient, qui doit être d'accord et volontaire pour s'engager dans un travail thérapeutique. Et les autres professionnels de santé, qui vont pouvoir indiquer ou soutenir la démarche du patient et ainsi favoriser une meilleure alliance thérapeutique. D'autres méthodes complémentaires existent et Joëlle va vous présenter le maquillage thérapeutique. Merci. Alors, je vais vous parler donc du maquillage médical et de la dermatite atopique, enfin de l'eczéma atopique. Donc, son but, c'est vraiment d'améliorer l'image de soi, vous le comprenez facilement, le rapport aux autres et puis aussi son retentissement sur notamment la qualité de vie. Mais ce qui est important de faire comprendre aux patients, c'est que le maquillage médical, ça n'est pas un traitement. L'objectif, c'est juste de camoufler les lésions sans risquer de les aggraver. Et ça, c'est vraiment important parce que le maquillage, selon ses formulations, peut vraiment aggraver, induire du prurite, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc vous allez pouvoir le proposer aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Pour preuve, vous avez ce jeune homme là qui est maquillé,
qui après être un peu camouflé nous fait un joli sourire. C'est quand même plus adapté au visage qu'au corps. Hein. Imaginez, on veut maquiller les bras, et bien on peut frotter sur ses vêtements et transférer du produit. Et puis après, ce qui est important à prendre en compte, c'est aussi le choix et les attentes du patient. Je vais vous donner des exemples qui m'ont souvent marqué. Ce sont des parents qui ont des enfants qui rentrent au collège et qui viennent en disant « Je voudrais apprendre à maquiller mon enfant pour le maquiller tous les jours pour que les autres ne se moquent pas de lui. » Souvent, l'enfant n'est pas du tout demandeur, donc on ne peut pas donner un conseil comme ça. C'est souvent plus facile de dire « Vous allez retourner en parler avec votre médecin et puis on verra à ce moment-là. » Après, ce qui est aussi important de préciser aux patients, c'est que l'objectif du maquillage médical, ça n'est pas d'être réalisé tout le temps. C'est une solution qui peut être utilisée de façon très ponctuelle. Je peux vous donner un exemple. Un jour, une petite jeune fille qui était venue un an après, et elle m'a dit « Tu sais, je me suis beaucoup maquillée. » Je dis « Alors combien de fois ?»« Oh, 6 fois. » Bon, voilà, beaucoup, c'était 6 fois dans l'année. Donc effectivement, l'objectif, c'est juste de le faire quand on en a besoin. Donc les solutions qui vont être utilisées, elles sont assez éloignées du maquillage de beauté. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs du maquillage correcteur, vous pouvez entendre médical et thérapeutique d'ailleurs. Et ça a toute sa place en milieu médical, parce que les patients ont donc besoin d'avoir cette prise en charge, d'être rassurés et de se dire « Ok, je vais pouvoir camoufler, mais je ne serai pas plus malade demain ». Donc l'éducation du patient atopique au maquillage médical comporte 4 étapes importantes. C'est tout d'abord l'application d'un émollient qui va servir de base de maquillage. Il est impossible de maquiller s'il n'y a pas suffisamment d'émollient. Donc ça, c'est déjà la première étape importante. Ensuite, le choix des produits va être déterminant pour éviter de provoquer d'autres allergies ou sensibilisations. Donc généralement, les produits qui sont au sein de la pharmacie répondent à ces besoins, à ces attentes. Et ensuite, la technique de maquillage. L'objectif, c'est aussi de faire comprendre aux patients que malheureusement, dans son cas, on ne pourra pas obtenir un résultat merveilleux. Il faut souvent se satisfaire d'un camouflage à 70% pour ne pas risquer d'aggraver les démangeaisons, puisque généralement, plus vous avez des pigments dans le maquillage, plus vous pouvez avoir un effet sec sur la peau et donc avoir après des démangeaisons. Par exemple, on va éviter aussi de mettre trop de poudre pour éviter de sécher la peau. Et puis la dernière étape, c'est une méthode de démaquillage qui n'irrite pas la peau. Et ça, on y reviendra après un petit film qui va vous montrer comment faire. Le choix des produits de maquillage est essentiel pour ne pas augmenter son eczéma. Les produits peuvent être hypoallergéniques, avec des textures légères et appliqués en petite quantité. Avant de commencer, lavez-vous les mains. La base de maquillage est une étape à ne pas négliger. Elle assouplit la peau, atténue les squames et la sécheresse cutanée. Il est préférable d'utiliser une crème ou un baume hypoallergénique afin de limiter le risque de réactions allergiques. Appliquez la crème délicatement sur le visage, terminez en lissant du centre vers les contours du visage sans oublier le cou et la jonction oreille-joue. Pour ne pas augmenter la sécheresse cutanée et ne pas accentuer les démangeaisons, il est recommandé de choisir un fond de teint correcteur fluide hypoallergénique. Déposez le fond de teint par touche sur le visage. Tapotez pour unifier le teint, puis lissez vers les contours. Il est préférable de ne pas trop en mettre sur les paupières. Pour flouter plus efficacement les squames, optez pour une application à l'éponge et de préférence sans latex. Pour mieux cacher les zones inflammatoires, tapotez localement. Évitez de maquiller les lésions sur le cou pour ne pas les aggraver. Le baume peut rendre la peau un peu brillante, mais en cas d'eczéma sec ou inflammatoire, l'application d'une poudre augmenterait les démangeaisons. Il est donc préférable de garder un fini lumineux. Comme les fards à paupières ne sont pas recommandés pour les peaux atopiques, il est possible de redessiner les sourcils et d'appliquer une pointe de mascara pour intensifier le regard. Le mascara doit être très haute tolérance. Le regard est intensifié sans pour autant avoir appliqué de maquillage sur les paupières. Lorsque le visage est assez inflammatoire, la couleur des lèvres passe souvent inaperçue. Il est donc intéressant de souligner les lèvres pour équilibrer le visage. Il est indispensable de commencer par l'application d'un stick hydratant si les lèvres sont modérément sèches ou d'un baume réparateur en cas de sécheresse intense. Le baume coloré est plus émollient qu'un rouge à lèvres.
Afin de prolonger la tenue du maquillage, terminez par une fine brumisation d'eau thermale à 20 cm du visage. En s'évaporant, l'eau fixe le maquillage. Donc vous pouvez voir sur cette petite vidéo qu'au final, les produits utilisés ne sont pas très nombreux, qu'il y a quand même la part du soin, de l'émollient qui est très important. Et donc maintenant, il faut souligner le démaquillage, parce qu'avec la mode des lotions micellaires, les patients ont tendance à les utiliser, notamment par friction. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les lotions micellaires, les tensioactifs utilisés sont rarement compatibles avec l'eczéma atopique, que généralement c'est parfumé, et qu'en plus donc, le patient va frotter énergiquement et peut induire des irritations. Donc il vaut mieux prendre un lait à démaquiller pour peau sensible, sans parfum, sans conservateur, et on met l'équivalent d'une noix sur le bout des doigts, on émulsionne et on va tout simplement masser avec le bout des doigts pour décoller le maquillage. Ensuite, on essuie avec des mouchoirs en papier et on passe de l'eau thermale pour finir de rincer. Mais ça, c'est vraiment très important parce que généralement, le maquillage peut être assez bien toléré, mais le démaquillage va pouvoir irriter. Et donc, on termine bien sûr par son corticoïde ou son émollient, selon ce qui est nécessaire. Donc, les vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur la plateforme. Donc, vous aurez la vidéo de ce jeune homme qui nous fait toujours un joli sourire. Et là, il a eu juste un tout petit peu de fond de teint fluide. Et donc, d'Émilie, vous aurez la technique plus complète.